Pendant la nuit du 1er au 2 mai, les Ukrainiens ont lancé une attaque massive de drones sur la Crimée. Le ministre russe de la Défense parle de 89 drones qui ont été abattus au-dessus du sol et de 23 drones qui ont été abattus au-dessus de l'eau. Et des chaînes Telegram à la fois pro-russes et pro-ukrainiennes parlent de multiples explosions dans différents endroits de la péninsule, notamment des bases aériennes. Il ne semble pas qu'il y ait eu des dégâts massifs en termes d'infrastructure, mais pourquoi est-ce que cette attaque est intéressante? Parce qu'elle montre que l'Ukraine n'a pas abandonné ses prétentions sur la péninsule de Crimée, alors que le plan de paix qui a été proposé par l'administration Trump il y a déjà plus d'une semaine proposait une reconnaissance de jure de la souveraineté russe sur la péninsule annexée en 2014. Et donc ici, j'utilise ce moment militaire et diplomatique pour poser la question, en fait pour l'Ukraine, la Crimée, c'est quoi? Et si jamais l'Ukraine récupérait la péninsule, qu'est-ce qu'elle voudrait en faire? Ces questions sont très importantes et les réponses à y apporter sont loin d'être claires. Bonjour à tous, c'est Sébastien et bienvenue dans cette vidéo où je reviens sur un article qu'a publié le chercheur ukrainien Anton Cherhovtsov sur son blog Substack. L'article est en anglais et je mets le lien dans la description de cette vidéo. Et c'est très intéressant puisque Anton Cherhovtsov, il vient lui-même de Crimée, de Sébastopol pour être précis, et il analyse la faiblesse de l'empreinte ukrainienne sur la péninsule avant l'annexion et les défis d'une éventuelle réintégration. Dans ma dernière vidéo sur le sujet, j'avais évoqué des questions de droit international si jamais l'administration Trump reconnaissait de jure la souveraineté russe sur la Crimée. Mais Anton Cherhovtsov, lui, il revient sur toute l'histoire de la Crimée au sein de l'Ukraine indépendante. Et lui, qui vient de Sébastopol, il affirme que l'Ukraine n'a pas fait grand-chose pour associer la Crimée au projet national ukrainien entre 1991 et 2014, et qu'en fait l'Ukraine n'a pas fait grand-chose pour s'approprier la péninsule. Alors que ce soit clair, ni pour Anton Cherhovtsov, ni pour moi-même, il ne s'agit de contester que la Crimée appartient à l'Ukraine de jure. Ça a été reconnu par le droit international, ça a été garanti par l'ONU, ça a été garanti par la Russie, reconnu par Vladimir Poutine lui-même, qui il y a une vingtaine d'années disait que ça ne posait absolument aucun problème. Et en 2014, la Russie a violé le droit international en déployant 20 000 soldats sur la péninsule et en organisant un simulacre de référendum pour justifier son annexion illégale. Mais la thèse d'Anton Cherhovtsov, elle est intéressante ici puisqu'elle permet d'expliquer les raisons profondes qui ont fait que Vladimir Poutine a pu se saisir aussi facilement de la péninsule en 2014 sans grande protestation de la population. Et le but de son article, c'est de pousser les Ukrainiens à se poser ce genre de questions dans la perspective d'une éventuelle réintégration. Alors comme moi-même je l'ai disséqué dans mon dernier livre, l'indépendance en 1991 ça a été très chaotique pour un pays comme l'Ukraine, puisque l'effondrement de l'économie planifiée soviétique, ça a conduit à une inflation à 6 chiffres, à une explosion de la pauvreté, à une série de crises économiques, à des privatisations douteuses, à l'émergence d'un crime organisé et violent, à la naissance d'une oligarchie prédatrice. Et dans ce contexte, l'Ukraine a eu beaucoup de mal à mettre en place un projet national, un projet de construction d'une État-nation à l'européenne pour pouvoir intégrer ces différentes composantes territoriales et ethnoculturelles. Comme vous le savez, l'Ukraine est un pays très étendu et très divers. Le processus de construction d'une identité civique et politique, il s'est amorcé à partir de 2014, justement à partir de la révolution de la dignité sur Maïdan, à partir du choc de l'annexion de la Crimée et du début de la guerre du Donbass. Mais auparavant, entre 1991 et 2014, l'effort politique, l'effort civique, l'effort intellectuel derrière cette construction, il a été très faible. Et dans ce paysage ukrainien, la Crimée a fait figure d'exception dès l'indépendance, puisque c'était la seule région du pays où les Russes, ou en tout cas les habitants qui se revendiquaient comme Russes, représentaient la majorité de la population, à 58% de la population selon le recensement de 2001 et à 71% à Sébastopol. En 2001, 60% des habitants de la Crimée revendiquaient le russe comme leur langue maternelle et 70% à Sébastopol. Évidemment, petit rappel historique, on sait que s'il y avait cette majorité de Russes, donc dits ethniques, en Crimée, c'était à la suite de longues campagnes de russification de la part de l'État russe et de l'URSS et de la déportation des Tatars de Crimée en 1944. Et dans ce contexte chaotique des années 1990 et du début des années 2000, les différences ethno-culturelles et linguistiques à travers l'Ukraine ont été exploitées par différentes plateformes politiques et par des réseaux de corruption. Et c'était particulièrement vrai en Crimée. La Crimée qui était au sein de l'Ukraine une république autonome et qui déjà dans les années 1990 avait rué dans les brancards à travers les jeux de ces élites corrompues qui avaient déjà joué avec l'idée d'une indépendance ou même d'un rattachement à la Russie. Et ce qui faisait que la péninsule était restée figée dans une espèce de dimension parallèle, dans un espèce de formol post-soviétique, dominé
menée par des élites communistes et post-communistes très corrompues. Et ça, c'est quelque chose que j'ai vu moi-même. En 2011, c'était mon premier voyage en Crimée, juste après mon installation en Ukraine. Et c'était beaucoup plus soviétique que le reste du pays, à la fois dans les infrastructures, mais aussi dans les pratiques d'affaires, dans les rapports à l'histoire, dans les rapports à la langue, et évidemment dans les rapports avec les gens, les rapports avec les touristes. Ça, je sais pas si vous avez une idée de ce qu'était l'URSS, mais il n'y avait pas de culture de service. En fait, les commerçants ne remerciaient jamais les clients, c'était les clients qui devaient remercier les commerçants de leur avoir offert la possibilité d'acheter des produits dont eux avaient besoin. Et en plus de ça, il fallait faire ses achats sans trop déranger les commerçants. Donc en fait, on passait son temps à se faire engueuler si jamais on restait trop longtemps devant des rayons de magasins sans vraiment savoir ce qu'on voulait choisir. Et ça, c'était vrai encore plus en Crimée qu'ailleurs. Bon, ça, c'est mon expérience personnelle, mais d'un point de vue un peu plus macro, les élites ukrainiennes n'ont pas du tout investi sur la péninsule. Et les élites politiques n'ont pas du tout cherché à rattacher la Crimée à un imaginaire national, à un projet ukrainien. Et ceux qui portaient un projet national, ceux que Anton Cherovtsov appelle les nationaux-démocrates, en fait, ils ont vite renoncé, dès les années 1990, à vouloir associer la Crimée à ce projet, puisque c'était déjà suffisamment compliqué dans l'Ukraine chaotique de l'indépendance, et associer la Crimée avec sa majorité russe, ça aurait été, là pour le coup, mission impossible. Et ce qui fait que la Crimée a été préservée comme une espèce de dimension parallèle d'un point de vue économique et social, et d'un point de vue politique, c'est juste devenu un réservoir de voix pour des partis communistes ou pour des partis jugés russophiles, comme le Parti des régions de l'ancien président Viktor Yanukovych. Et pour les Ukrainiens, dans leur globalité, la Crimée, c'était quoi? C'était juste un endroit où aller passer ses vacances au soleil. Alors que dans le même temps, la Russie investissait énormément en Crimée, que ce soit d'un point de vue économique, mais aussi d'un point de vue culturel. Et là encore, je fais référence à mon premier voyage en Crimée en 2011, donc je venais de l'Ukraine continentale, et j'avais eu cette blague que c'était la première fois que je pouvais me rendre en Russie sans avoir eu besoin d'obtenir un visa. Évidemment, c'était une blague, et évidemment, ça ne voulait absolument pas du tout dire que je remettais en cause l'appartenance de la Crimée à l'Ukraine telle que reconnue dans ses frontières internationales, mais tout ça pour dire que déjà à l'époque, c'était un territoire à part. Et si vous connaissez l'auteur ukrainien Andrei Kourkov, qui est beaucoup traduit à l'étranger et notamment en français, eh bien, il ne dit pas autre chose. En fait, il a dénoncé depuis déjà de nombreuses années l'absence d'investissement politique et culturel de l'Ukraine en Crimée. Et ce qui fait qu'en 2014, dans l'incertitude qui a suivi la fin de la révolution de la dignité sur Maïdan à Kiev, eh bien, la Crimée était prête pour l'annexion russe. Les élites politiques, économiques, les militaires étaient prêts et la population n'a pas bougé puisqu'elle avait été travaillée dans ce sens et que les liens avec l'Ukraine paraissaient beaucoup plus distants que ceux avec la Russie. Les Ukrainiens continentaux, ils n'ont pas fait grand-chose pour préserver la Crimée ukrainienne à l'époque. D'abord parce qu'ils n'en avaient pas les moyens, il n'y avait plus d'armée, il n'y avait plus d'argent dans les caisses après le règne de Viktor Yanukovych qui était un réel kleptocrate. Il y a aussi que l'administration Obama avait donné des consignes très claires aux Ukrainiens de ne pas provoquer la Russie pour ne pas provoquer d'escalade. Déjà à l'époque, en 2014, il y avait cette peur de l'escalade. Mais Anton Cherovtsov rappelle aussi que les Ukrainiens continentaux ne savaient tout simplement pas comment réagir à cette annexion de la part de la Russie. Et ils ne savaient pas comment parler aux habitants de Crimée. Ils ne savaient pas quel message envoyer pour contrer ce projet d'annexion. Bon, après, il faut aussi rappeler qu'il y a eu effectivement des résistances au niveau local. Il y a eu des militaires ukrainiens qui ont lutté contre cette annexion, que ce soit dans des casernes ou sur des bateaux. Il y a eu des journalistes, des défenseurs des droits de l'homme et évidemment les Tatars de Crimée qui ont milité pour la Crimée ukrainienne. Il y a quand même eu 6 morts, 3 militaires et 3 civils. Il y a eu des gens qui ont été passés à tabac, il y a eu des pressions, des intimidations, des gens qui ont été poussés à l'exil. Et donc l'idée selon laquelle la Crimée a été conquise sans tirer un seul coup de feu, ça c'est un mythe de la propagande russe, même si globalement ça s'est effectivement fait sans beaucoup d'éclat et les Ukrainiens n'ont pas beaucoup réagi face à cette annexion, ou en tout cas pas autant que ce qu'ils ont réagi dans le Donbass quelques mois après, ou en 2022 face à l'invasion généralisée de la Russie. Ce qui est vrai aussi, et Anton Cherovtsov le met très bien en exergue, c'est que les Ukrainiens ont découvert ce qu'était la péninsule de Crimée une fois qu'ils l'ont perdue. Il y a eu tout un travail pour s'intéresser à l'histoire, à la géographie, à l'économie de la Crimée après l'annexion de 2014, et les Ukrainiens ont aussi découvert les Tatars de Crimée, qui étaient jusque-là une communauté marginalisée, une communauté paupérisée, et ils les ont mis en avant comme le peuple autochtone pour en faire la figure de proue de la Crimée ukrainienne. Les Ukrainiens ont aussi beaucoup travaillé sur des questions de politique
politiques, sur des questions de défense des droits de l'homme, sur des questions économiques pour montrer que la situation était pire après l'annexion qu'avant. Il y a aussi des médias qui ont été créés pour relayer l'information de la péninsule de Crimée au reste de l'Ukraine. Et donc tout un travail d'appropriation mentale de la péninsule de Crimée par les Ukrainiens entre 2014 et 2022. Mais même comme ça, il faut voir que ce processus a été très lent et c'est seulement en 2021 que Volodymyr Zelensky a lancé l'initiative de la plateforme de Crimée, qui était une initiative diplomatique pour réfléchir aux moyens de récupérer la péninsule. Mais seulement en 2021, donc vous imaginez quand même plusieurs années après l'annexion de 2014. Et en plus de ça, la plateforme était basée sur les Tatars de Crimée en tant que peuple autochtone et non pas sur la majorité de la population de Crimée, c'est-à-dire les Russes. Ça, c'était en 2021. À partir de 2022, l'idée de récupérer la Crimée, elle s'est intensifiée dans le choc de l'invasion. En 2023, juste avant la contre-offensive, ça paraissait relativement possible. Là, en 2025, on comprend que c'était extrêmement compliqué. J'ai pas envie de dire que c'est impossible, puisque dans le long terme, on ne sait pas du tout ce qu'il va se passer et on ne sait pas du tout si jamais l'Ukraine ne va pas être en position à un moment donné de récupérer la péninsule, que ce soit par des moyens militaires ou diplomatiques. Mais en tout cas, avant de la récupérer, les Ukrainiens doivent réfléchir à un projet pour la péninsule et c'est là tout le sens de l'article de Anton Tcherhovtsov, c'est-à-dire formuler un projet pour la population de Crimée et ça inclut la population russe. Donc évidemment pas les Russes qui se sont implantés en Crimée à la faveur de l'annexion après 2014, mais les Russes qui étaient là avant. Pour que l'idée de récupérer la Crimée et de la rattacher à l'Ukraine ait du sens, il faut un projet politique, il faut un projet intellectuel, il faut un projet économique, un projet énergétique, et proposer une vision de l'Ukraine qui englobe la Crimée dans son imaginaire national. Et c'est aussi pour ça que je voulais en parler dans le cadre de cette vidéo, puisque c'est encore une preuve que dans le cadre de l'agression russe, donc depuis 2022, mais a fortiori depuis 2014, il y a une accélération du processus d'appropriation de l'Ukraine par les Ukrainiens. Il y a des débats, des discussions, des controverses, des idées qui flottent un peu dans tous les sens et qui participent de l'élaboration à grande vitesse d'un projet politique, d'un projet civique et qui définit l'Ukraine contemporaine telle qu'elle n'avait jamais été définie auparavant. Et ça, évidemment, ça se fait dans la douleur et avec beaucoup d'incertitudes. On ne sait pas exactement à quoi ressemblera l'Ukraine au sortir de cette guerre, mais observer en temps réel ces processus d'identification et d'appropriation et la construction d'un État moderne européen, ça c'est quelque chose qui est véritablement fascinant. Donc voilà, je m'arrête ici, je vous laisse aller voir l'article dans la description de cette vidéo si jamais ça vous intéresse encore plus. En tous les cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, je file et je vous retrouve très vite.